Vous écoutez la MIF Production, le podcast des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Je m'appelle Alexis, fondateur de la MIF Production. J'ai décidé de quitter le marché de Rungis pour entreprendre dans la production audiovisuelle alors que je n'y connais rien dans ce domaine. Chaque semaine, je discute avec une personnalité du monde de l'audiovisuel pour parler de son parcours et de son rapport à son métier. La MIF Production. Mon but avec ce podcast est d'informer, d'inspirer et de motiver des réalisateurs et producteurs, mais aussi de faire connaître les métiers de l'audiovisuel, leur importance, leur motivation. En créant ce podcast, j'espère aussi faire des rencontres, poser toutes mes questions et vous raconter mes aventures en tant qu'entrepreneur. Rejoignez-moi sur Instagram pour plus d'informations, @lamifproduction au pluriel. La MIF Production. C'est le moment de vous annoncer que ce podcast est sponsorisé par absolument personne, parce qu'il n'y a pas assez d'écoute, tout simplement. Donc faites tourner au maximum si vous a inspiré, si vous a motivé, si vous a plu. Bonne écoute, c'est parti. Bonjour Tassadit. Bonjour. Merci de m'avoir invité, merci d'avoir pensé à moi, merci pour ta considération et ta confiance. C'est un Même honneur. si je n'aime pas parler de moi. Je te jure, j'ai vu un truc sur Facebook, une jeune fille qui cherchait du travail. Elle a dit, je suis belle, j'ai du talent, vraiment en comédie, je suis extraordinaire, je cherche des rôles, aidez-moi s'il vous plaît. Alors tu vois un peu, il existe des gens comme ça. Je dis, comment on peut être comme ça? Je vais me présenter, je suis une dame, j'ai 65 ans, je suis comédienne. Ça se passe très bien pour moi actuellement. Je n'ai jamais autant travaillé que maintenant. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Je veux savoir ton parcours un peu. Ah, mon parcours? Ouais. Mon parcours, Tu viens de la Kabylie déjà. Je suis pas née ici, moi je suis née là-bas, comme mes parents. Je suis venue ici pour continuer mes études. J'ai toujours voulu faire du cinéma, du théâtre, de la danse, de la chanson, parce que j'appartiens à une culture orale. Mais bon, mes parents n'ont pas vu du bon œil, quoi. Ils m'ont dit non, tu fais pas ça, hein, tu enseignes, c'est bien, c'est un métier noble et tout ça. Donc j'ai enseigné, j'ai fait un diplôme d'enseignante, de prof de français, parce que j'aime beaucoup la langue française. Voilà. Et T'écris des poèmes comme aussi. ma grand-mère, oui, Ouais. comme ma grand-mère m'a dit, comme ça, enseigne et tout. Après, si tu veux, marie-toi et puis après tu feras ce que tu veux. Ben oui, je me suis mariée. Elle m'a dit, tu divorces si tu veux. J'ai divorcé. J'ai pu voler de mes propres ailes et faire mon théâtre, mon cinéma, ma danse, mes chansons, ma poésie, tout ce que tu veux. Comme m'a dit ma grand-mère. Mais ça n'a pas été facile. J'ai galéré. Après le divorce avec 3 gamins, tout le monde m'a dit, ah, t'étais prof et tout, t'avais ton salaire. Voilà, t'es folle. Mais j'y ai cru. Et puis voilà, un jour c'est venu. Voilà. Tu t'es battu pour avoir ton premier rôle. T'as insisté, t'es allé sur un tournage, celui de... je sais plus comment s'appelle le film avec Patrick Timsit et La crise. et Vincent Lindon. La crise, exactement. Alors la crise, j'avais un voisin qui était acteur. Et je l'ai côtoyé et tout ça. Je lui ai dit, tu sais, si un jour sur un plateau ils ont besoin d'une maghrébine pour faire le ménage et tout, dites-lui, j'en connais une, comme ça je viens, je regarde comment ça se passe sur un plateau, comment les acteurs ils jouent et tout, je vois le réalisateur, le producteur, tout le monde. Il a compris, un jour il est venu, il m'a dit, viens, il prend un balai et du ménage. Puis je suis allé, j'ai rencontré Colin Serrault, je savais même pas ce que c'était un casting. Je lui ai dit, voilà, je crois que je suis ton homme, je vais faire le rôle là. Moi, je croyais, le lendemain, on allait commencer. Elle m'a dit, non, attends. Tiens, elle m'a donné un texte. Mhm. Il fallait le lire dans une pièce et tout. Je l'ai lu. Tout de suite, j'ai vu que ça parlait de sexe et tout ça. Ah. J'avais pas beaucoup d'expérience de la France, de la liberté d'expression et tout. J'ai dit ça, moi j'ai des enfants, je peux pas. À ma communauté, ils vont dire... J'ai dit, merci. Moi, je fais pas ça, des trucs de sexe et tout. Elle m'a dit, lis. Je l'ai bien lu et tout. En fait, voilà. C'est passé. Même si l'entourage,
Le premier truc qu'ils ont retenu, c'était ça. C'était ça, ouais. C'était Forcément. quand elle demandait combien de fois par semaine il faisait l'amour avec sa femme. Tout le monde. Voilà. C'était la crise de Conicero, où j'ai rencontré Patrick Timsit, qui est adorable, Vincent Lindon, Maria Paco, et puis voilà. C'est très bien passé. Elle m'a dit, t'inquiète pas, parce qu'ils m'ont maquillée, ils m'ont vieilli et tout. Un jour, je t'écrirai un film où tu seras jeune et belle. Du coup, t'as commencé par ce film. Est-ce que tu t'es fait repérer? Est-ce que t'as enchaîné les castings? Rien du tout. Ah. Après, c'était l'assistance sociale. Ah oui, d'accord. C'était dur. C'était dur. Même si je faisais du travail comme ça, des petits boulots, je faisais même du ménage. Voilà. Et j'envoyais des candidatures. Je savais pas comment écrire un CV artistique et tout ça. Voilà. Et petit à petit, des petits rôles. Et voilà. Un jour, j'ai rencontré une agente, quoi, une femme, qu'on m'a envoyée. Bon, elle n'a pas trouvé beaucoup de rôles, mais ça m'a quand même mis sur les rails. Ouais. Et quand j'ai fait des films plus importants, quand j'ai fait Paris la Blanche, un film de Lydia Terki, qui parlait de l'émigration et tout, on est allé dans un restaurant après le tournage, et il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il m'a dit, j'ai vu ça, je suis l'agent de ta réalisatrice, j'ai vu Asphalte. Il avait des yeux un peu larmoyants, un peu, quelqu'un d'adorable. Il m'a dit, je suis agent. Il m'a pas dit, viens. Je lui ai dit, ben viens, t'es bien tombé, je cherche un agent. Et il s'appelle Johan de Bireg, c'est un ami. Et c'est ton agent maintenant? Et je l'aime jusqu'à beaucoup. maintenant. Oui, on s'entend très bien. Ah, c'est important ça. D'ailleurs, Paris la Blanche, pour lequel tu as reçu beaucoup de prix, oui. J'ai plein de questions dessus, parce que tu dis souvent que Lydia t'a cadré, et ça avait l'air d'être un exercice totalement différent des autres films. Il est sorti en 2017. Et ouais, c'est un personnage qui te ressemble pas dans la vie, mais tu l'as tellement bien interprété. Comment t'as pris cet exercice et comment... Parce que c'est vraiment un personnage différent des autres que t'as joué avant. Oui, parce que cette femme, elle a vraiment existé. Loin de moi de lui ressembler. Elle est... c'est pas possible d'être comme ça. Son mari l'a laissée pendant 40 ans. Sans des nouvelles, elle vient le chercher. Ouais. Moi, je suis fière. Je serais pas venue chercher. J'en aurais pas trouvé un autre pour autant. Et elle est venue le chercher. Et il n'a pas voulu retourner avec elle. Ouais. Moi, il m'a tellement ému, ce film. Elle est pleine. C'est une histoire d'amour en vrai. Hein. Mais moi, je sais pas, ça m'aurait pas plu. Ça m'aurait pas plu. Si bien que quand on avait joué une scène où on dormait face à face, ça m'a dérangé. Je joue pas n'importe quoi, hein. Je suis pas prête à jouer n'importe quel rôle. Quitte à ce qu'ils disent, c'est pas une vraie comédienne, je m'en fous. Moi, je me respecte, je respecte ma famille, mes enfants, ma culture. Bien sûr, toi, tes conditions. Je suis pas prête à tout. Je fais un rôle s'il est justifié, si tu veux. Et là, le fait d'être côte à côte, déjà, ça m'a un peu gêné, même si celui qui joue Zahir Bouzelal, qui a joué le rôle du mari, c'est quelqu'un d'extraordinaire, d'être très respectueux. C'est la première fois que j'étais face à un homme comme ça, en face. Voilà. Et au retour, sur le quai de la gare, quand il n'a pas voulu venir avec moi, elle m'a dit de l'embrasser. L'embrasser vraiment, quoi. Je lui ai dit non, je l'embrasse pas. Sur la bouche, je lui ai dit non. Je lui ai fait des bisous, juste comme ça. Je lui ai dit, comment ? Je viens le chercher dans notre culture, non. Il veut pas, non, j'en veux pas. Mais je lui ai dit, tôt ou tard, tu vas revenir. C'est peut-être pas bien d'être comme ça, mais c'est un trait de caractère, qu'est-ce que tu veux ? Celui qui joue le mari, il m'a dit, parce que je suis allé le voir, j'ai dit, t'étonnes pas, moi je te fais pas de bisous, hein. Point barre. Il m'a dit, Lydia l'a écrit. J'ai dit, je m'en fous. Tu vas aller tout de suite lui dire, je fais pas ça. On l'a pas fait. Je pense que ça a encore plus marqué une distance entre les deux et
Mais c'était hyper émouvant. J'ai pas d'autres mots, hein, mais bon. Non, cette femme-là, elle a beaucoup d'abnégation. Je suis loin d'elle. Je fais mon cheminement pour me rapprocher. Mais Et c'est peut-être parce que t'es loin d'elle que tu l'as aussi bien joué, ou peut-être avec autant d'émotion. voilà, C'est peut-être ça. voilà, j'ai compris comment elle était et tout. Mhm. Mais c'était difficile. Contrairement au personnage d'Asphalt, je l'ai vu il y a longtemps, je sais plus exactement. Je sais que tu jouais une mère, la mère d'un. Je pense que son enfant était en prison, bref. Comme de bien entendu, les rôles de maghrébine, c'est ça. Évidemment. Mes enfants sont des drogués. Ouais. Moi, je suis une nourrice, je garde la drogue. Je suis un alphabète. Ouais. J'ai fait beaucoup de films alimentaires comme ça. Grand classique malheureux des films français qui parlent. Des clichés. Voilà. Des clichés. Mais ce personnage, tel que tu le jouais, où tu berçais justement cet astronaute, etc., là, ça te ressemble un peu plus. En tout cas, dans l'émotion que tu t'y mettais, ça te ressemble un peu plus. Il y a une raison. C'est que c'est tout à fait, totalement improvisé. Ah oui. J'ai rencontré ce comédien, là, Michael Pitt, pour la première fois sur le plateau. Ok. Je l'ai vu avec une guitare et tout. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et il s'est mis à faire de la guitare. Moi, j'ai chanté Baba Inouva. Et c'est comme ça. À la fin, il disait des mots en algérien et tout. Bon. Il a su s'adapter à moi. Moi, je me suis adapté à lui. C'est complètement improvisé. Le dîner. Voilà. Je suis très fier de ce film. Il y a de quoi. Là, je suis en train de tenter quelque chose. Pour la première fois, j'ai juste pris des notes. Et je voulais justement essayer. Parce que normalement, je prends des notes. Je note des questions. Je les classe et tout ça. Et là, je voulais juste qu'on discute, en fait, de manière plus spontanée, que même moi, je passe plus spontané que je pense pas aux questions que je veux te poser. Il s'est passé quelque chose, je sais pas si tu veux en parler, au moment où tu as quitté la cabine. Je connaissais pas ton histoire, j'ai vu sur Internet, du coup, il y a eu un événement majeur avant de quitter la cabine. Est-ce que tu peux en parler ? Quand j'ai perdu ma mère ? Ouais, à 20 ans à peu près, du coup. Oui. Oui, j'ai perdu ma mère, voilà. Elle a un accident avec le gaz. Elle s'est brûlée dans la cuisine. Elle a été hospitalisée après. Nous, elle a laissé des enfants en bas âge. Moi, j'étais un peu plus grande que les autres. Ça, c'était... Surtout le petit, il avait 6 mois. La petite, un peu plus. Voilà, on était... Mais on avait quand même notre grand-mère. Et ça, c'était terrible. Ça m'a jamais quitté, ce sentiment-là, cette tristesse. Chaque fois que je vois des brûlés à la télé ou un machin, Ok, ça te rappelle. Ah ça oui, t'a marqué. c'était le drame de ma vie. Mais je garde mes soucis pour moi. J'en parle pas souvent, sauf aux intimes ou si on me le demande. Et c'est souvent le contraire qui se produit. Des gens qui viennent me raconter. J'ai une amie qui s'appelle Malika. Et chaque fois qu'on rencontre des gens, t'as l'air que tu les vois, ils sont bien et tout. Et en fait, ils sont malheureux. Et puis, tu sais, je suis comme ça. Elle m'a dit, tu sais, Tassi, notre mission sur Terre, c'est de les écouter, de les aider. Voilà. Essayer de se mettre à la place de l'autre, de comprendre. Ça permet de comprendre. Le fait d'avoir eu la souffrance, la misère, ça permet de comprendre les autres et d'aller vers eux. De pouvoir se mettre à leur place. Le côté humain. Ouais. Pas à leur place exactement, mais... On peut jamais, mais bien sûr. Et après cet événement, t'es parti en France, rejoindre ton père, du coup ? Exactement. Et qui a pris cette décision ? Est-ce que ça s'est fait naturellement ? Est-ce que ça a dû... C'est moi. C'est toi ? C'est moi. La grande qui ramène les petits... Non, les petits ne sont pas venus. Je suis venue toute seule. Ah, d'accord. Je suis venue. Mon père m'aimait beaucoup, il m'a écouté. Il m'a autorisé. Mais je suis quelqu'un d'indépendant. Quand je veux quelque chose, en général, je vais jusqu'au bout. Et voilà. C'est à cause de la langue française. Et puis, mon grand-père était là. Enfin, il était émigré là. Mon père, j'ai suivi. C'est comme si c'était une culture d'émigrés, tu vois. Et je me suis retrouvée ici. Et... T'as étudié les lettres modernes après ? Oui, j'ai pu découvrir des trucs que je connaissais. Hein. Par exemple, Rimbaud, j'ai découvert que j'avais 14 ans. Je suis devenue folle. Oui. Rimbaud, Verlaine et tout, Lamartine, Victor Hugo, tout ce que tu veux.
C'est pas possible, ce pays, la Tour Eiffel, un beau pays, une belle culture et tout, des beaux monuments. Et surtout, la liberté. Ça t'a plus marqué? Ouais, ça m'a plus marqué. Enfin, à l'époque. Ouais. J'ai vu que tu étais très proche du théâtre, même quand tu étais en Kabylie. Pourquoi avoir choisi le cinéma? Pourquoi pas le théâtre? Le théâtre, donc je t'ai dit, nous, on a une culture orale. Donc voilà. Même quand on se dispute avec des pamphlets, des choses significatives et tout. Voilà. Froidement, tu peux dire un truc à quelqu'un, boum, tu lui dis une image, une métaphore. Tu dis, il te répond en métaphore. Comme ça, tu as toutes les métaphores du village. Voilà. Donc c'est depuis longtemps. Hein, voilà. Et au lycée, déjà, j'ai monté une pièce de théâtre. Voilà, ça n'a jamais abouti, mais voilà. Et quand je suis venu ici, j'ai rencontré des gens à l'université qui faisaient du théâtre en amateur professionnel à Ménilmontant. C'est quelqu'un qui s'appelle Mohamed Yahya, qui était docteur en mathématiques, qui était balèze à tout point de vue. Il adaptait des pièces et en kabyle, et nous on les jouait à l'ACB, Association culturelle berbère, voilà, à Ménilmontant. Une pièce de Molière aussi. Molière, une pièce de Molière en kabyle, Brecht, en attendant Godot en kabyle. C'était trop. Voilà. Ça a duré combien de temps, ça? Et ça s'est passé avant que je rencontre le voisin dont je t'ai parlé tout à l'heure. Hein. D'accord. Ok. Une vingtaine d'années. Ah oui. Je remercie Mohia, paix à son âme. C'est lui qui m'a ouvert les portes de ce métier. C'est par le biais de ce théâtre-là qu'après j'ai rencontré l'autre. Je me suis senti un peu libre que je suis allé. Ok. Et maintenant, ton moyen d'expression, c'est le cinéma. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? J'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais. J'adore ce que je pourrais pas faire autre chose. Parce que quand je me suis divorcée de mon mari, il m'a dit va faire un caissier à attaque. Ça va pas, non? T'avais d'autres aspirations, j'imagine. Voilà, il n'a pas compris que voilà. Le cinéma, on peut dire que j'ai trouvé ma voie, même si c'est dur d'y arriver. Je peux dire que j'ai eu de la chance de faire une petite carrière, de la construire petit à petit. C'est le cinéma, parce que le théâtre, j'ai pas beaucoup de courage. Le théâtre, c'est difficile. Le théâtre, c'est tous les jours, pièces. Chaque seconde, c'est un... Oui, là, il faut se renouveler. Voilà. Et c'est difficile, les accessoires, les voyages, Tu peux pas faire théâtre et cinéma. Moi, à l'époque, c'était ça. Tu t'engages au théâtre, après, si tu as un rôle, comment tu fais? Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi... C'est le cinéma qui m'a choisi. Ça, c'est beau. Voilà. Et pourquoi t'aimes, justement? Qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que toi, t'apportes aux gens? C'est de changer, le fait de jouer des personnages, changer d'univers, hein, ne pas toujours... Moi, pas toujours le même quotidien. Rêver un autre environnement, une autre famille, connaître d'autres choses, rencontrer des gens surtout, et m'exprimer, parce que des fois je me retrouve dans les rôles que je joue, pas toujours, ou alors découvrir d'autres aspects de la personne humaine. T'as dit à un moment, dans une interview, l'enseignement c'est comme le cinéma, c'est un spectacle. Oui. C'est quoi ton rapport à ce métier du coup? L'enseignement, ouais. C'est un beau métier. C'est un sacerdoce. Moi, je t'ai dit, c'était par amour de la langue française et pouvoir la transmettre, c'était pour moi quelque chose d'extraordinaire. Instruire les autres, apprendre aux analphabètes, aux illettrés, parce que ça fait partie de mon parcours, ça. Mais c'est difficile. Parce que moi, je croyais, j'étais jeune et quand j'ai commencé, j'avais presque l'âge de mes élèves, quand j'ai commencé à enseigner la langue française. M'as-tu vu? Moi, je connais. Moi, je maîtrise la grammaire, je maîtrise la littérature. Viens ici que je t'apprenne. Non, c'est pas ça, à la virgule près. J'étais trop exigeante par rapport à mes élèves et tout. Ça, attention, hein. Il fallait pas... Gentil avec eux,
Mais pendant le cours, personne n'entend même pas une mouche. J'avais 3 rangées, par exemple, au collège. C'était très ludique et tout. Alors, vous, ça, c'est les papillons. Ça, c'est des coccinelles. Et ça, c'est... Non, les libellules, les coccinelles et les papillons. Je leur dis, pour l'instant, il n'y a pas de classement. Vous travaillez bien et tout ça, là, vous êtes une libellule. Moyen, vous êtes une coccinelle. Faible, vous êtes un papillon. Mais, vous ne resterez pas toujours libellule. Chaque fois qu'il y avait des notes, c'était en Algérie, j'entendais mes élèves dire, et toi, tu es un papillon ou une coccinelle? Je lui ai dit, ah non, la dernière fois j'ai fait une connerie, elle m'a mis non. J'étais exigeante, je voulais qu'ils sachent, tout le monde. C'est moi qui transmettais. Alors que c'est pas vrai. J'ai découvert que eux aussi, ils pouvaient m'apporter. Ça, c'est ça. Et j'attendais beaucoup d'eux et je disais l'écoute et tout. Mais mentalement, c'est dur l'enseignement. Je déprimais des fois. Pourquoi? J'étais En quoi c'est fatigué. dur? Je sais pas, j'avais... Parce que j'étais trop exigeante. J'étais perfectionniste. Je faisais consciencieusement mon métier. Si quelqu'un m'avait dit je comprends pas ou j'ai pas compris, je me culpabilisais par rapport à... Alors que tu peux pas. Oui, ok. Tout le monde ne reçoit pas l'information de la même façon. Il est peut-être pas su en grammaire, il va savoir dans... Ou c'est peut-être quelqu'un de très bien pour la classe, qui apporte harmonie, l'amitié. Ça, je l'ai compris après. Ok. Et quand j'ai fait le cinéma, j'ai trouvé ça plus facile. Même s'il y a du monde, tu es jugé après. Mais qu'une fois c'est dans la boîte, tu peux pas changer par rapport... Contrairement au théâtre, tu vois. Mais dans le cinéma, je me suis retrouvé. J'ai utilisé les trucs de la pédagogie et tout. Voilà. Pour toi-même, pour travailler J'utilise toi-même. pour lire un scénario, voilà, de comprendre le sens du scénario, etc. De chercher, d'inventer, de créer mon personnage, d'apporter ma contribution quand on en offre la possibilité. Parce que des fois, il y a des réalisateurs, ils veulent ça, c'est ça. Même par rapport à changer un scénario, un mot qui ne te plaît pas, tu dis, ah non, je vais jamais dire ça. Quand ils parlent des Maghrébins, des choses comme ça, et des choses, c'est pas possible. Hein. Je dis, ah non, monsieur, je vais pas dire ça. Ah si, tu vas le dire. Ah, ils imposent leur point de vue. J'essaie de Leur contourner les trucs. Voilà. Et en général, en tant qu'actrice, tu as un rapport proche avec les réalisateurs? Avec tout le monde, le réalisateur en premier, oui, bien sûr. Mais il n'y a pas que on est nombreux sur un plateau. La maquilleuse, l'habilleuse, tout le monde, tout est important dans un plateau. Tout le monde est important. On forme une famille, idéalement. Hein. On essaye que ça se passe bien pour faire des belles choses. Ouais. Autour d'un projet, d'un message, on va dire. Autant qu'à faire. Hein. Des fois, ça se passe mal. Parce que tu n'es pas le seul impliqué dans le truc. Oui, et puis il y a beaucoup de pression en général, quand c'est des gros films, surtout. Il y a des contraintes de temps, d'argent, forcément. Ah oui, on se Et du lève. coup, Ouais. Et c'est les producteurs qui sont... J'imagine que le producteur doit jouer le rôle, enfin en tout cas le directeur de production doit jouer le rôle de justement celui qui met la pression, qui fait en sorte que tout soit concis. Oui, il met la pression aux autres, pas à nous. Ouais, Mais d'accord, nous, ok. il est bien content de nous avoir et il est là, il vérifie des fois. Et on a très peu de relations avec les producteurs. Le directeur de production, si, ils sont contents des fois de nous avoir. Ils s'acceptent. Sinon c'est les hommes de l'ombre. Oui. Des hommes et des femmes de l'ombre. Ah oui, il y a le gros projet d'Ipan qui a reçu à Palme d'Or. Ah oui, Comment ça s'est passé? Comment ça s'est fait? c'est un miracle. On m'a appelé juste pour une petite séquence de rien du tout où il n'y avait rien d'écrit. Ok. Voilà. Mais moi, c'était Jacques Audiard, j'ai couru. Hein. Puis il est très bien. J'ai vu un mec avec un bonnet vert, je sais pas, couleur bizarre.
Je suis Jacques Audiard, c'est pas possible, mes respects et tout. Hein. Et à un moment donné, il y a une castine qui est venue avec un texte, enfin une assistante, je veux dire, qui est venue avec un texte. Elle m'a dit, est-ce que, un quart d'heure avant le tournage, hein, est-ce que tu peux le traduire en arabe? Moi, je parle kabyle et français, très peu arabe. Traduire, c'est difficile. Je ne suis pas traductrice. J'ai dit oui, je vais essayer. J'ai pris un stylo, j'essaye et tout. J'ai dit, faut pas se moquer des gens. J'ai quand même fait mon truc, mais je suis arrivé, j'ai vu Jacques Audiard et tout ça. Je lui ai dit, une idée qui m'est passée comme ça à la tête. Je peux le dire en kabyle? Il m'a dit, mais bien sûr, les Kabyles, c'est des Algériens, non? Oh, c'était génial. Ça fait plaisir quand ça arrive, ça. Eh oui, c'était de la synchronicité avec ce que je souhaitais et ce qu'il venait de me dire. Donc, c'était d'une facilité extrême. Voilà. Est-ce qu'il est dur? Est-ce qu'il est à l'écoute? Comment on est dirigé par Jacques Audiard? Moi, c'est un professionnel. J'ai fait ça, je crois, j'ai 2 ou 3 prises. Moi, je m'attendais à ce qu'il recommence. Il recommence à 2, 3 prises. Il m'a dit, c'est bon. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il Je veut. lui ai dit alors. Il m'a dit, chez nous, c'est comme ça. Parce que, oui, voilà. J'aimerais te parler d'une dernière chose, c'est tes poèmes. Quel rapport t'as avec les poèmes? Alors, il n'y a pas que les poèmes. J'ai écrit 2 livres qui attendent d'être publiés. Ah oui. Oui, j'ai pas pu m'en occuper vraiment. Et j'ai dit, ça sortira quand ça sort. Si ça doit sortir. Maintenant, je suis comme ça. Avant, là, ils sont écrits. Et ça a un rapport avec la poésie, bien sûr. La poésie, j'ai un recueil de poèmes que je vais republier. Et bon, la poésie, comment j'écris? J'écris par inspiration, ça vient tout seul. L'urgence. Je passe dans la rue, je vois un truc, une plante, un papillon. Tac, il y a une idée qui me vient. Une idée que moi-même, je ne pourrais pas avoir. Je ne vais pas dire, tiens, je vais penser à ce papillon, à cette fleur. Quelle est leur... Non, non. À partir de ça, il y a une phrase qui me vient. Je l'écris. Je la mérite. C'est pas... Je ne vais pas te dire je la mérite. Elle n'est pas à moi. C'est pour ça que on dit... c'est trop... Comment dire? Un poète, moi je pense, c'est un médiateur. Je sais pas. C'est quelqu'un qui reçoit et qui communique ce qu'il reçoit. Je ne vais pas dire médiateur, parce qu'un médium qui reçoit des trucs spirituels qui viennent dans ne sais où, des vérités, des belles choses. C'est un cadeau. J'aurais pu écrire, parce que je sais écrire quand même. J'ai étudié la métrique française. Quand je fais un beau poème, il faut absolument que la métrique elle soit juste. Je ne vais pas mettre un diamant dans une boîte en carton. Il me faut un bel écrin. Donc un beau poème, c'est ça. L'écrit et puis la façon de transcrire les idées. Donc voilà, la poésie, c'est pas moi. C'est pour ça que mon recueil de poésie s'appelle Poème naturel. Voilà. Et ça porte bien son nom, ouais, du coup. Mon livre, au départ, c'était le plus beau poème du monde. C'est gonflé de ma part. C'est 2 histoires. Une qui se passe dans la vie, réelle, quotidienne et tout, et une qui se passe dans une dimension spirituelle par rapport à notre naissance, à notre d'où on est venu, pourquoi on est comme ça, etc. L'histoire de réincarnation, de machin comme ça. Dans la dimension... Le temps existe sur Terre, mais dans l'autre dimension, il n'existe pas, ou il est conçu autrement. Mais des fois, ces 2 mondes-là, ils se rencontrent. Il y a des choses qui se créent par la rencontre des 2 univers, le terrestre et la dimension supérieure. C'est ça l'objet de mon livre. Je ne vais pas en dire plus parce que je ne l'ai pas encore publié. Ok. Et tu penses qu'on pourra le voir paraître dans combien de temps? J'ai envie, je ne suis pas sûr de moi encore. D'accord. Je me dis, comment? J'ai écrit aussi des one woman show. Je dis, mais qu'est-ce qui va s'intéresser à ma vie? Moi, j'ai pas envie de raconter ma vie sur scène. Mais ce livre-là, c'est un truc, c'est du vécu. Quand je te parle de réalité, c'est par rapport
à ma naissance en Kabylie et à toute ma culture et tout que je transporte sur mon dos. Et par rapport à la dualité de l'être humain, par rapport à ce que nous sommes. Parce que je suis pratiquante d'aucune religion, mais je suis croyante. Chez moi, mon père était musulman sans lire l'arabe, sans lire le Coran. Il faisait la prière, il embrassait la terre. Je suis allé à l'école chez les bonnes sœurs. Les bonnes sœurs, elles disaient que Marie, elle était au ciel. Je lis un truc sur les bouddhistes, c'est ni l'un ni l'autre. T'as pas besoin de croire pour... Avec tout ça, j'ai fait ma propre mayonnaise. Donc j'ai la foi, moi, en quelque chose que je peux pas expliquer. Quand je passe dans la nature, que je vois l'harmonie de la nature, ça me remplit de bonheur. J'ai dit, comment il y en a qui disent qu'il n'y a rien après, comment cette beauté, cette harmonie. Non, il y a un truc. Il y a un truc auquel je crois, que je remercie. Quand j'ai fait des prières, que ça se produit, je envoie ma gratitude et mes remerciements. On n'est rien, on est un grain de sable par rapport à l'immensité. Il y a beaucoup de choses encore à découvrir. C'est magnifique. Je me dis souvent ça quand je vais dans la nature, quand je vais dans la montagne. Je me dis on est tout petit face à un truc énorme qui s'est passé il y a des milliers d'années. Tout se coordonne, même mon corps humain se coordonne. Quand j'ai une blessure, ça disparaît en quelques jours. Je me dis il y a forcément, c'est vrai, une force supérieure qui doit soit contrôler tout ça, soit en tout cas harmoniser tout ça. Et puis une dernière question, est-ce que tu as un conseil, vu que tu as une vie inspirante, est-ce que tu as un conseil pour des gens qui veulent se lancer, qui n'osent pas, ou des gens qui ont des idées, qui ont des rêves et qui n'y vont pas? Alors, c'est bien d'avoir des rêves, c'est une chance. Il faut essayer de réaliser ses rêves. Alors, comment on y parvient? C'est rester soi-même. Voilà, être soi-même. Ne pas essayer de ressembler aux autres. Trouver les choses au fond de soi. Être sérieux, hein, et avoir de la chance. À toutes les questions que les hommes se posent, il y a une réponse dans les plus simples choses. Moi, pour être ravi par la beauté des roses, j'ai gardé la dernière en mon cœur bien enclose. Les fruits que j'ai mangés furent quelquefois amers, mais c'est bien peu de choses. Avec les parfums que j'ai volés aux fleurs écloses, j'ai pensé les blessures des moments moroses. Je m'en irai sereine en toute tranquillité pour faire voguer ma barque dans l'océan informe de la divinité. Je m'en irai sereine au pays des réponses. Je naviguerai seule dans un profond silence. Vous partirez aussi, pensez-y dès maintenant. Parmi tous vos projets, celui-ci est le plus important. Soyez prêts et sans crainte, quel que soit votre âge. Tant mieux si vous avez souffert avant ce long voyage. Vous serez les premiers grâce à votre courage. Vous serez bien heureux au royaume des sages. Face à l'éternité, la vie n'est qu'un brouillon qui sert de passage. Il faut, pour bien mourir, avoir vécu sa vie, cette forgée de souffrances, de larmes et de soucis. Mourir, c'est vide. Mourir, c'est rien. Tuer, c'est fou. Vivre, c'est plein. Vivre, c'est tout. Aimer, c'est doux. Donner sa vie est un acte d'amour. Et mourir de la sorte, c'est être pour toujours.